Bonsoir à tous. C'est un grand plaisir pour moi de saluer tous ceux qui sont présents ici, à commencer par nos invités qui sont ici dans la salle, ainsi que la ministre adjointe que je remercie pour avoir accepté cette invitation. Elle a déjà été invitée par le meeting et sa présence est toujours très appréciée. Donc je vous remercie au nom du meeting d'être ici. Pour changer, nous parlerons d'école. Je salue le public présent et tous ceux qui sont connectés depuis chez eux. La rencontre de ce soir arrive presque à la conclusion d'un meeting où le thème de l'éducation et la formation, le thème de l'école, le thème de l'avenir des jeunes n'ont pas été seulement l'objet de certaines rencontres, mais ils ont même été les fils conducteurs de ce meeting. Et ils ont traversé un peu toutes les rencontres de cette édition, à commencer par la rencontre inaugurale avec Mario Draghi qui a souligné sur le fait que l'investissement sur la formation des jeunes est un investissement essentiel pour la reprise du pays. L'éducation, a dit Draghi, c'est la meilleure manière de préparer les jeunes à gérer le changement et l'incertitude dans leur parcours de vie. La rencontre de ce soir, nous le savons, arrive aussi à la conclusion d'une semaine où la question de la possibilité de reprendre l'école en septembre sont encore au cœur de débats politiques et de polémiques. Cela montre l'intérêt que les familles, les élèves et toute la société ont pour l'école. Cette rencontre est le fruit d'un intense travail de confrontation, d'aide et de présence entre différentes associations, d'IS, d'ISA, le risque éducatif et la compagnie des œuvres éducatives. L'idée d'une rencontre comme celle de ce soir n'est pas née d'une analyse, mais de la réflexion sur ce que nous avons vu se produire dans nos écoles pendant la période du confinement. Et nous sommes les premiers à en avoir été surpris. Nous nous sommes aperçus que dans beaucoup d'écoles, une grande énergie créative a été libérée, qui est le fruit de la responsabilité éducative des sujets qui vivent dans l'école. On peut dire que le système scolaire a représenté dans son ensemble, après la santé, un point où la société a tenu parce qu'elle a permis aux jeunes de ne pas rester isolés, elle a favorisé la poursuite des parcours d'apprentissage et elle a soutenu les familles. Bien entendu, nous ne voulons pas négliger toutes les difficultés et les ombres qui ont caractérisé cette période de didactique à distance. Nous savons que cela a accentué les différences sociales et territoriales, elle a exclu beaucoup d'élèves et souvent les enseignants ont été peu préparés et ont dû gérer la situation avec improvisation. Mais le jugement dont nous voulons partir ce soir, c'est un autre jugement. Et je crois que le pape François l'a bien compris dans le message qu'il a envoyé au meeting lorsqu'il a dit « Au cours des derniers mois, nous avons expérimenté la dimension de l'émerveillement qui revêt la forme de la compassion en présence de la souffrance, de la fragilité et de la précarité de l'existence. Ce même sentiment riche d'affection qui a permis à beaucoup d'enseignants de relever la difficulté de l'enseignement à distance et d'assurer la fin de l'année scolaire. Ce soir, nous avons voulu donner la parole à des acteurs du système scolaire auxquels nous n'avons pas demandé de nous raconter des faits éclatants, mais de dire comment ils ont affronté la situation d'urgence, de crise. Parce que dans ces expériences, nous avons relevé des éléments de nouveauté et d'ouverture qui suggèrent des indications précieuses aussi pour la reprise imminente de l'école. La réflexion sur l'avenir, les critères pour orienter les choix et définir des projets doivent, à notre avis, partir des évidences de la réalité et des expériences. C'est pour cela que nous avons le plaisir de parler et de dialoguer avec l'adjointe au ministre de l'Éducation, parce que je crois qu'à partir de ces expériences, peuvent se dégager des indications précieuses pour l'avenir. C'est pour cela que ce soir, nous voudrions essayer d'aller au-delà de la contingence liée
à la reprise de l'école et des cours. On ne va pas parler de la distance sociale, des masques, etc. Mais on veut se confronter sur les questions fondamentales qui ont peut-être été considérées comme allant de soi ces derniers mois. C'est-à-dire quel est le sens de faire l'école aujourd'hui? Quelle perspective éducative veut-on donner aux enseignants, aux chefs d'établissement pour lancer des processus d'innovation et de changement? Quelle image de l'école avons-nous à l'esprit en ce moment de crise pour transformer cette période de crise en une occasion de changement? C'est pour cela que nous avons pensé cette rencontre avec d'abord la présentation d'un certain nombre d'expériences et puis nous demanderons ensuite à l'adjointe à la ministre de l'Éducation de nous apporter sa contribution en réagissant à ces présentations. Nous allons commencer nos interventions par le professeur Luca Pozzi. Il enseigne les lettres à l'Institut technologique de Monza. Merci, bonsoir. Dans mon allocution, je vais vous raconter 4 éléments que j'ai découverts, ou pour mieux dire redécouverts, grâce à la circonstance qu'on a vécue. Et je dis que j'ai redécouvert ces éléments parce que c'était quelque chose que je connaissais déjà, mais cette condition particulière que nous avons vécue m'a permis de les voir de manière plus nette et plus convaincante. Comme nous le savons tous, la période de fermeture des écoles et de ses conséquences a été une période inattendue. Il nous a pris au dépourvu et on était mal préparés. En quelques semaines, on a dû commencer à vivre dans un monde totalement nouveau. On a dû apprendre une nouvelle méthode de faire l'école. C'était un parcours très intéressant et j'étais aidée par le partage avec d'autres enseignants dans mon école, mais aussi dans l'association dont je suis membre. À ce sujet, je vous parle de ma première découverte. Le partage de la préoccupation éducative au niveau idéal doit se baser sur un idéal qui naît de la situation actuelle et qui n'est pas imaginé. C'est un idéal qui naît de ce qui se produit. Et cela peut susciter de l'énergie et une manière intelligente de faire face aux problèmes. Dans mon établissement, 2 semaines après la fermeture des écoles, en quelques jours, grâce à l'initiative de la chef de l'établissement, nous sommes retrouvés en ligne pour organiser la didactique, l'enseignement à distance. Cela a été juste le début d'un travail très surprenant où les doutes, les contributions et les questions de beaucoup de collègues émergeaient. J'ai été étonnée de la participation active de mes collègues, comme si beaucoup d'entre eux se réveillaient. Je me suis donc demandé, qu'est-ce que cet réveil? Ça a été le désir d'accompagner les étudiants, les élèves, et cela a permis une construction commune. J'ai donc réalisé que l'école a une grande ressource, et cette ressource peut être activée si on suscite la dimension idéale de l'enseignement et s'il y a une convergence parmi tous les acteurs qui sont impliqués. La deuxième découverte est l'importance de l'éducation, de la relation dans l'enseignement. Non pas seulement la relation élève-professeur, mais aussi la relation de l'élève avec la matière qu'il est en train d'étudier. C'est quelque chose de très important. Et je vais juste vous citer la chose la plus importante. Pendant la période de didactique à distance, j'ai vu que la motivation des étudiants s'affaiblissait. Nous savons que pour qu'un étudiant puisse apprendre, il doit s'approcher de l'objet de son étude de manière passionnée. Il doit avoir le désir de vouloir apprendre. Mais cette position, si déterminante, doit être accompagnée, encouragée par les enseignants. Le problème qui s'est créé à travers l'enseignement à distance, c'est la distance en elle-même. Parce qu'à cause de la distance, la relation s'affaiblit, la quantité de temps partagé se réduit
et aussi le type de communication. Parce qu'il s'agit d'une communication filtrée. Il y a moins d'informations qui sont transmises, c'est plus difficile de comprendre. Très souvent, les messages sont ambigus, il y a des pauses incompréhensibles et il n'y a même pas l'effet du fait de participer à une même école. La salle de classe virtuelle n'est pas la salle de classe réelle. Par exemple, un étudiant qui parfois peut être encouragé par les élèves et cela en ligne ne se produit pas. J'ai donc changé mes cours pour susciter une approche, une attitude personnelle et j'ai donc redécouvert quelque chose qui est toujours vrai, c'est-à-dire que cet aspect de notre métier n'est pas important juste dans l'école en ligne, mais en général à l'école. La troisième nouveauté, c'est l'utilisation et l'évaluation des instruments numériques. Je dis, et cela peut apparaître comme une provocation, je dis que justement parce que nous n'avions pas la préoccupation d'innover, on a fini par innover. Et je vous explique cette provocation. Nous avons été obligés d'adopter ces instruments numériques parce que c'était la seule manière de continuer à faire l'école et pour satisfaire les besoins de formation de nos élèves. Ce motif, c'est ce qui nous a donné le courage de faire des expériences, de faire des tentatives, de revenir en arrière, d'essayer. Et c'était aussi le critère pour évaluer les résultats et voir les avantages et les inconvénients de ces dispositifs. J'ai donc compris qu'au cœur de toute innovation, il faut une grande conscience de l'essence de l'enseignement. L'innovation comme fin en soi n'existe pas. En dernier lieu, la didactique à distance nous a obligés de trouver de nouvelles formes d'évaluation et surtout de se demander qu'est-ce que c'était important d'évaluer. Nous avons compris qu'une information correcte est moins importante qu'une réformulation personnelle de l'élève. La tentative de comprendre, même si elle n'est pas parfaite, doit être mise en valeur beaucoup plus de ce que l'on faisait auparavant. Cela a mis en doute mes manières habituelles d'évaluer et cela me laisse un grand désir d'apprendre, de m'améliorer. Et en septembre, je veux vraiment garder à l'esprit ces découvertes que j'ai faites. Merci. Je remercie le professeur Pozzi aussi d'avoir tenu compte des temps que nous avions indiqués. Et je cède maintenant la parole à Claudia Ventura, enseignante de la cité scolaire d'Ozza à Castelguelfo. Elle va nous parler de la manière dont un secteur particulier de notre école, l'école maternelle, a vécu cette phase particulière. Bonsoir, l'école s'apprête à rouvrir, mais avant de regarder l'avenir, il faut s'arrêter et réfléchir à ce qui est arrivé pendant ces mois de confinement. Il faut en particulier nommer et attribuer un sens à ce qui s'est passé. Il faut d'abord regarder l'école comme un organisme vivant où l'apport de chacun a été essentiel. On pouvait avant le reléguer à des schémas réducteurs comme le rôle des parents ou celui des enfants, mais cela est évident que chacun s'est mis en mouvement. Nous avons vu des sujets en mouvement. Je les appellerai des sujets libérés parce que chacun s'est libéré de quelque chose. Et en se libérant, chacun a apporté une contribution à l'école. Et je vais essayer maintenant de vous expliquer comment. De ma part, enseignante en école maternelle, dès que l'école s'est fermée, j'ai eu le désir de me confronter avec un groupe d'enseignants qui font partie de l'association DIES, un groupe qui était un peu éparpillé dans toute l'Italie, pour discuter de ce qui se passait, donner un jugement et essayer d'échanger des idées pour savoir quoi faire avec les enfants. Et puis avoir une position humaine professionnelle adaptée face à la réalité. En même temps, il y a eu également des ateliers locaux. On s'est réunis dans ma ville avec quelques enseignants tous les 15 jours pour partager ensemble ce que nous faisions. Ce qui est incroyable, c'est que des collègues l'ont dit à d'autres collègues et encore à d'autres collègues. Et finalement, le groupe d'enseignants était assez consistant.
Il y avait des enseignants de maternelle de l'école publique, mais aussi des écoles privées, et ils nous ont beaucoup remerciés pour ce travail que nous avons fait. Ce qui était difficile pour nous en maternelle, c'était de faire de la didactique à distance avec des enfants de 3 à 6 ans, où l'apprentissage se fait à travers le corps. L'enfant a besoin de manipuler la réalité, de toucher les choses. Donc, ça nous semblait très difficile. Nous avons essayé avec enthousiasme, avec des ressources que nous n'attendions même pas, avec des initiatives. Et nous avons commencé à envoyer des vidéos, des fichiers audio et à faire les cours avec toute la classe ou avec seulement des groupes d'enfants. Notre préoccupation était d'abord d'être présent, de maintenir un lien avec les enfants, tous les enfants, sans en perdre un seul. Donc, on a aussi fait des appels personnels aux parents et aussi d'accompagner les familles, donc être présent aussi auprès des parents. Il a fallu repenser l'enseignement, une autre manière d'enseigner. Ce qui nous a le plus surpris, ça a été les enfants. Les enfants nous ont montré qu'ils continuent à apprendre. Ils ne cessent pas d'apprendre. Ils ont continué à découvrir, à poser des questions, à interroger la réalité. Ils le font avec une naturalité dans le contexte dans lequel ils vivent. Donc, dans ces 4 mois d'école fermée, nous avons beaucoup perdu, bien sûr, mais nous sommes sûrs que en identité, en autonomie, en compétences, les parents vont avoir gagné le temps qu'ils ont passé avec leurs parents, avec leurs frères, avec leurs grands-parents. Face aux demandes de certains parents qui s'inquiétaient, surtout pour les enfants de 5 ans, du fait de savoir s'ils étaient prêts pour entrer à l'école primaire, donc ils nous demandaient sans cesse du matériel et des activités didactiques, nous avons dû nous arrêter et nous demander quels étaient les fondamentaux, l'essentiel de l'école maternelle. Quelles compétences étaient absolument indispensables pour la sortie de l'école maternelle. Et alors, nous sommes aperçus qu'il était important que les enfants apprennent à vivre avant tout la réalité qu'ils ont. Donc, la réalité en elle-même est enseignante. Donc, il fallait les aider à être de manière convenable face à la réalité. Ils ont dû déjà apprendre rapidement parce qu'ils ne pouvaient peut-être plus voir leurs grands-parents ou aller se promener au parc avec leurs amis et cela les avait déjà fait mûrir. Et puis, nous nous sommes aperçus qu'à ce moment-là, leur réalité n'est pas l'école, mais c'était la maison. Alors, nous avons envoyé des propositions liées au quotidien de la vie à la maison. Par exemple, mettre la table, ranger leur chambre, faire une recette de biscuits avec les parents. Ce qui était intéressant, c'est que, encore plus que lorsque l'école était ouverte, nous avons dû donner aux parents les raisons des propositions didactiques que nous faisions. Donc, à côté des vidéos que nous envoyons, nous avons aussi envoyé des mails avec un tableau à double entrée. D'un côté, ce que je fais, de l'autre, ce que j'apprends, où nous avons montré toutes les compétences que les enfants pouvaient manifester, renforcer ou acquérir. Par exemple, mettre la table, il s'agit de compter le nombre de couverts, mettre en correspondance le verre et l'assiette, la spatialité, mettre le couteau et la fourchette à droite et à gauche. Donc, nous avons dû expliciter ce qui est implicite dans notre enseignement. Le dernier sujet que nous avons vu changer, ce sont les parents. Ils ont vraiment été les témoins fiables pour nous de la croissance de leurs enfants. Il y a eu une co-responsabilité, une alliance éducative. Tout d'abord, nous avons eu comme préoccupation, avec notre chef d'établissement, de leur tenir compagnie, de leur faire comprendre que nous comprenions leurs difficultés. Donc, non seulement nous avons envoyé le matériel pour les enfants, mais aussi pour les parents, des textes de chansons, des articles de journaux, des extraits d'œuvres littéraires, pour être présents et pour les soutenir dans leur rôle d'autorité en tant que parents. Parce que nous sommes certains que si un adulte tient face à la réalité, les enfants aussi tiennent face à la réalité. Donc, nous désirions vraiment que ce soit des alliés, avec respect et confiance totale. Nous avions besoin des parents en particulier, d'une part parce qu'avec des enfants aussi petits, on ne pouvait pas communiquer sans les parents qui nous soutenaient avec les moyens technologiques.
Mais nous sommes aperçus aussi que nous envoyions du matériel, mais à un moment donné, nous n'avions pas de retour. Nous ne savions pas comment les enfants réagissaient, ce qu'ils disaient des propositions que nous faisions. Et nous avons demandé aux parents de nous faire un retour. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils nous ont écrit, ou dans le dialogue, ce qu'ils découvraient de leurs enfants. Ils ont partagé avec nous comment leur enfant était en train de grandir, les pas qu'ils faisaient et les difficultés qu'ils rencontraient. Donc nous avons découvert que l'école est une communauté quand elle appartient à une communauté faite de personnes précises qui se mettent à l'œuvre. L'autre aspect, si je dois définir en 2 mots ce qui s'est passé, je parlerai de beauté et de gratuité. La beauté, parce que c'est quelque chose que nous avons toujours eu à cœur. Ma collègue, au début, envoyait des messages vocaux pour leur saluer, mais elle envoyait aussi des photos qu'elle avait prises de chez elle, des collines sous le coucher du soleil, ou bien d'une fleur des champs, ou bien d'un ciel pur avec des nuages étranges. Parce que nous voulions que continue l'attrait pour le beau et pour la positivité de la vie. Donc, beauté et gratuité. Voici les 2 mots qui résument. Ce sont des choses qui se sont produites. Aucun d'entre nous ne l'a fait arriver. Nous avons simplement répondu à la réalité qui nous sollicitait. Nous nous sommes aperçus que, en tant qu'enseignants, nous avons le devoir de faciliter et créer les conditions pour qu'une relation ait toujours lieu et que les enfants continuent à apprendre. Ce que je souhaite, c'est que de pouvoir avoir encore des espaces de liberté tels dans l'école où on peut se confronter, où on peut avoir des sujets en mouvement, réveillés par la réalité et toujours plus provoqués, et que l'on puisse faire une école différente par rapport à celle qui va arriver et qu'il faudra accepter comme un défi. Merci. Il y a une richesse d'expérience, comme nous l'avons vu, du côté de l'enseignement. Mais au cours de ces mois, il y a eu aussi un rôle décisif joué par les chefs d'établissement. C'est un rôle de premier rang, essentiel pour la vie de l'école. Et je voudrais demander à Pier Eugenio Lucchetta, qui est directeur de la cité scolaire Vittorio Veneto, de nous dire quel a été l'apport des chefs d'établissement dans ce moment. Merci, je remercie le meeting de m'avoir invité. Je adresse aussi ma salutation à la ministre adjointe. Je vais peut-être être un peu plus technique, mais je vais essayer de vous présenter la situation actuelle et de donner un jugement. L'expérience imprévue de ces derniers mois a été objectivement dramatique parce qu'on a perdu de temps, d'occasion de formation pour nos jeunes. En tant que chef d'établissement, c'est-à-dire en tant que personne qui gère un service public, j'ai vu que le décrochage scolaire a vu des nouvelles formes pendant la période de Covid. Quelles formes? Je vais vous donner quelques exemples. Incertitude, désarroi, fragmentation des relations sociales, appauvrissement de l'offre de formation, de l'offre éducative, malaise existentiel, fragilité psychologique, risque accru de l'échec de parcours humain et scolaire et au fond, l'absence de raisons adéquates pour avoir une espérance, un espoir face à la solitude et à la crainte de la peur de la mort. Mais comme les invités avant moi ont déjà dit, on a découvert que l'école a beaucoup de ressources. La communauté scolaire a été un point de repère pour beaucoup de familles et pour beaucoup de jeunes. Le confinement a permis une collaboration renouvelée entre l'école et la famille. Très souvent, l'école entrait dans les foyers et la vie de la famille entrait dans les classes en ligne. C'est pourquoi je pense que nous pouvons comprendre mieux que l'alliance entre école et famille est la base et un pilier de notre nation et de notre République. Il faut préserver le désir de faire grandir le bien commun. J'ai vu donc
des enseignants qui se sont engagés au-delà de leur heure de travail. Ils étaient disponibles à chercher, à courir après les élèves pour permettre à ces jeunes de ne pas perdre des opportunités et pour affirmer, au fond, la valeur qui réside dans chaque étudiant. Chaque étudiant est un bien qui peut être préservé même dans sa singularité. Certains chefs d'établissement sont allés au-delà de leurs fonctions institutionnelles. Le personnel administratif et technique n'ont pas fait marche arrière. J'ai donc j'étais témoin d'un exercice d'autonomie scolaire et non pas seulement d'une réaction à une situation d'urgence. Je pense que ces actions ont été vraiment une valeur ajoutée pour notre pays. Il est important de comprendre que le sens de responsabilité et l'esprit d'initiative des enseignants ne vient pas des incitants, des financements publics, mais cela vient d'une expérience de communauté ou de parcours individuels de certains enseignants qui sont conscients qu'un grand bien est préservé au sein de l'école. Si cela pouvait aller de soi avant, l'urgence l'a révélé de manière plus claire. Cette capacité et cet esprit d'initiative du personnel enseignant doit être reconnu et vu en tant que ressource sur laquelle investir. Les institutions, et ici donc je ressens la grande responsabilité que j'ai, tout comme mes collègues et le ministère. Il faut donc non pas seulement reconnaître cela, même de manière financière, mais il faut rendre structurelle une perspective d'autonomie réelle pour les écoles, même si elle est déjà présente dans la Constitution et dans la législation. L'urgence, malgré les difficultés que nous avons rencontrées pour enseigner virtuellement, a introduit un autre sujet de caractère culturel. Elle nous a obligés en termes de contenu et de transfert de connaissances. Elle nous a obligés de se demander ce qui est essentiel et ce qui ne l'est pas, de faire une distinction entre ce qui est superflu et ce qui est essentiel, et donc faire des projets différemment, revoir par exemple les compétences nécessaires à acquérir. À quelques jours de la rentrée scolaire, beaucoup de problèmes se chevauchent. Et comme beaucoup de collègues, je suis impliquée, engagée dans le projet pour recommencer, en penser les modalités pour recommencer. Le point de vue d'un chef des établissements, et c'est ce que j'ai appris pendant ces dernières années, est toujours un point de vue concret. Non pas quelle est la meilleure école dans l'idéal, mais quelle est la meilleure école possible, réelle, malgré les limites imposées par la situation actuelle. Nous ne pouvons pas donner pour acquis l'esprit d'initiative et l'implication des enseignants et du personnel administratif et technique. Les conditions préalables pour reprendre sont la confiance, l'estime, l'ouverture. En outre, je pense qu'il est essentiel d'être disponible à simplifier les démarches et les procédures de gestion. Il faut aussi mettre en valeur les acteurs qui donnent de la valeur à l'école. La croissance des écoles dépend des personnes qui en sont membres, qui y travaillent, et cela donc dépend des choix de ces personnes. Il faut donc mettre en valeur les associations professionnelles parce qu'elles sont à même de construire des relations importantes pour que tous puissent vivre une présence originale d'un point de vue professionnel et lutter contre la culture de l'individualisme qui a été érigée en tant que paradigme social ou en tant qu'impératif kantien. L'État et le ministère, donc je m'adresse particulièrement à vous, ministre adjointe, doit protéger les chefs d'établissement en termes aussi de sécurité avec une responsabilité proportionnée à leurs possibilités réelles d'action.
En conclusion, cette époque demande des personnes qui sont à la hauteur des défis à relever. Et il faut poursuivre dans une direction toujours positive pour la mission de l'école, c'est-à-dire former la société de l'avenir. Il est donc fondamental que chaque personne qui vit et qui travaille à l'école soit conscient que l'école, c'est toi. L'école part de toi et de ton initiative personnelle. Merci. La presenza de Luca De Simoni, qui est membre du conseil d'administration de la coopérative sociale La Zolla à Milan, est très précieuse dans cette table ronde parce qu'il apporte le point de vue des écoles sous contrat, c'est-à-dire une partie fondamentale du système scolaire public italien. C'est une partie particulièrement en difficulté, en particulier dans ce moment de confinement. Mais au cours de ces mois, nous en avons découvert le rôle précieux. Bonsoir à tous, merci pour votre invitation. Merci Madame la Ministre Ascani, que j'ai eu le plaisir de voir et de rencontrer personnellement l'année dernière, et je suis contente qu'elle soit revenue cette année. La Zolla est donc une coopérative de parents qui a constitué une école il y a près de 50 ans, lorsqu'il n'y avait pas encore de contrat avec l'État pour les écoles privées en Italie. Donc ce sont des parents qui ont voulu construire une école pour leurs enfants, pour transmettre la même expérience de foi qu'ils avaient rencontrée eux-mêmes dans leur développement. Ils ont décidé de le faire en construisant une école. Ce sont donc des parents qui ont donné le mandat, qui ont choisi de faire une école pour que leurs enfants puissent faire cette expérience. C'est une école qui existe depuis 50 ans à Milan. Elle compte 1300 élèves et va de l'école maternelle jusqu'au lycée. J'en profite pour vous inviter, Madame la Ministre, dès que vous viendrez à Milan, pour la visiter, la connaître et la voir. Parce que ce n'est qu'en entrant dans les écoles, et c'est d'ailleurs ce que vous faites, que l'on comprend ce qui s'y passe. La Zolla naît donc à partir de la conscience qu'il faut une alliance éducative et que le premier institut qui éduque est la famille. Et l'école a pour mission de faire grandir les enfants. Moi, je suis rentrée à 3 ans dans cette école, j'ai fait l'école maternelle et je m'y suis impliquée parce qu'avec mes 6 enfants, je suis l'un des plus grands contributeurs de cette coopérative. Depuis quelques années, je me suis impliquée aussi dans la responsabilité de l'administrer, de façon à ce qu'elle puisse aller de l'avant et qu'elle puisse continuer au moins jusqu'à ce que mon dernier fils, qui est né en juillet, arrive à la fin du lycée. Quand l'école s'est terminée à Milan, c'était le carnaval. Et donc, nous avons pensé, bon, ils vont avoir quelques jours de vacances en plus. Aujourd'hui, l'école est fermée depuis 183 jours, donc c'est un peu plus que quelques jours. Heureusement, nous n'en sommes pas restés là. Et depuis quelques semaines, malgré l'incertitude sur ce qui allait se passer, les enseignants et les chefs d'établissement, et puis nous, membres du conseil d'administration, au bout de quelques semaines, nous nous sommes demandé comment permettre à l'école de continuer. Et on a eu alors ce qu'on a appelé la phase des devoirs. Les enseignants ont commencé à produire du matériel et à l'envoyer aux familles pour que les familles puissent l'expliquer, l'enseigner à leurs enfants. Parce qu'en quelque sorte, pour qu'ils puissent d'une manière ou d'une autre à ce moment-là, apprendre quelque chose malgré tout. Nous nous sommes rendus compte que cela ne suffisait pas. Et nous en sommes rendus compte parce que, au fond, c'était les familles qui faisaient court. Et nous l'avons compris parce que les familles se sont adressées à nous en disant non, ça ne va pas. Nous avons besoin que l'école continue. Nous avons besoin que nos enfants continuent à faire l'expérience pour laquelle nous vous avons choisi. Alors, nous avons commencé à inciter les enseignants à activer l'enseignement à distance, les cours virtuels, etc., à tous les niveaux. Bien entendu, c'est plus difficile pour l'école maternelle, mais à partir de l'école primaire jusqu'au lycée.
Moi, personnellement, je me suis aperçue de ce changement le jour où j'ai informé mon fils, qui était en troisième année de primaire, en CE2, que le lendemain matin, il aurait eu une connexion vidéo avec sa maîtresse. Et le matin, il s'est levé et il a mis sa blouse. Parce que ce jour-là, pour lui, c'était un jour d'école. Ça redevenait un jour d'école. Et c'est comme cela qu'en essayant et en se trompant, on est arrivé à rouvrir l'école, à la rouvrir dans la maison, chez les familles, en nous approchant de tous comme nous pouvions, comme nous y arrivions. Et ça, c'est seulement la dimension de l'enseignement, parce que pour tous ceux qui gèrent une école sous contrat, il y a aussi tout l'aspect de la gestion. On doit prendre en compte l'argent, la gestion de l'école. Et là encore, nous sommes aperçus qu'il fallait répondre aux familles, les familles qui nous ont choisis, qui versent une contribution pour que leurs enfants puissent fréquenter notre école. Et nous avons commencé à penser aux exigences qu'elles pouvaient avoir au quotidien. Donc, en fournissant, là où c'était possible, les ordinateurs qui étaient à l'école pour permettre aux enfants de se connecter là où ça n'était pas possible, soit parce qu'ils n'avaient pas les moyens ou parce que, comme c'était le cas par exemple dans ma famille, tous les ordinateurs étaient occupés par d'autres enfants ou aussi par ma femme qui enseigne. Nous avons compris que ce ne serait pas facile et évident que les familles continuent à payer les montants d'inscription. Par exemple, pour l'école maternelle, nous avons compris que puisque nous ne gardons pas les enfants, et cela fait partie de l'activité éducative de l'école maternelle, nous ne pouvions pas leur demander de continuer à payer pour un service que nous ne pouvions pas fournir. Donc, nous avons décidé de rendre cet argent et nous avons créé aussi un fonds de solidarité pour permettre à tous ceux qui ne pourraient plus se permettre de payer le taux d'inscription à cause de la crise, de continuer à garder leurs enfants à l'école. C'est depuis le début du mois de mai que nous occupons aussi de la reprise. Nous ne pouvons pas attendre les circulaires, les lignes directrices. Nous avons essayé d'utiliser un peu de bon sens, d'imaginer beaucoup de scénarios. Nous avons demandé aux paroisses, aux gymnases, au théâtre de notre zone. Et pendant que nous parlons, il y a les ouvriers qui font tomber des murs et qui reconstruisent les classes pour avoir un peu plus d'espace. Nous avons un peu acheté du gel, des masques, parce que nous sommes sûrs, c'est l'expérience que nous avons faite, qu'il faut remettre les enfants à l'école. Parce que ce que nous avons appris de plus, c'est que la relation et la présence à l'école, dans la réalité éducative, est ce qu'il y a de plus important à leur donner. Nous avons pris les décisions sans avoir tous les éléments en main, et je pense que ça a été le cas aussi du gouvernement, Madame la Ministre. Ça n'est pas facile d'avoir tous les éléments pour prendre les bonnes décisions. Et nous l'avons fait aussi en nous entraidant avec d'autres écoles, avec d'autres associations, en faisant des réseaux et en cherchant la collaboration, en élargissant le plus possible la collaboration. Faire ensemble, c'est la seule manière de bien faire quand l'avenir n'est pas sûr et n'est pas clair. Le résultat, c'est que 95% de nos élèves ont reconfirmé leur inscription. Et nous avons aussi d'autres demandes de personnes qui voudraient venir dans notre école, mais l'espace est ce qu'il est pour l'année prochaine. Qu'est-ce que nous avons appris de cette expérience? En quoi elle est utile à l'école sous contrat et peut-être à toute l'école? Il faut plus de liberté. Les interventions que nous avons entendues l'ont très bien raconté. Une liberté qui est la liberté de choisir l'école que l'on veut pour ses enfants, parce que la famille est la première agence éducative et l'école doit répondre à cette liberté. Je me rends compte que souvent ce sont les écoles qui ne veulent pas de cette liberté ou qui ont du mal à en assumer toute la responsabilité. Mais l'expérience de ces mois nous a fait comprendre que c'est ce qui suscite toute la créativité que nous avons entendue ce soir. Et la créativité se libère si elle est mise face à un choix. L'âne de Buridan meurt s'il est face à deux tas de blé identiques. Il faut un pluralisme dans la choix. Ce pluralisme est une valeur et pour que ça ne soit pas seulement un mot, mais quelque chose de concret, ça doit se traduire en subvention, en argent. Je veux parler du souhait que nous avons
d'avoir une parité économique et pas seulement juridique avec les écoles publiques. Et je pense que ce doit être un objectif que beaucoup d'écoles de ce type puissent naître, parce que c'est la communauté qui prend en charge l'éducation de ses propres jeunes avant l'État lui-même. Donc, il faut vous donner comme objectif que de nouvelles écoles naissent, pousser la société à prendre en charge cet aspect. Aucun d'entre nous n'a été à la hauteur, Madame la Ministre. Nous, les gestionnaires, le gouvernement, on a essayé et on va encore essayer ensemble. Cela ne va pas suffire pour résoudre les problèmes de l'école. L'école que nous construirons doit être libre, autonome et plurielle. Aidez-nous alors à construire un avenir pour notre école, pour nos enfants et laissez-nous libres d'éduquer. Merci. Je remercie nos invités pour leurs précieuses interventions. Je crois qu'après avoir entendu ces contributions, nous pouvons affirmer que l'école italienne est encore soutenue par des sujets libres et responsables. Alors, comment faire en sorte que ce dynamisme ne soit pas relégué à des moments extraordinaires? Je crois qu'on comprend ici pourquoi, dans le titre de cette rencontre, nous avons posé la question de l'autonomie des écoles. Parce qu'à notre avis, l'autonomie est une condition favorable pour que les sujets de l'école aient la possibilité de répondre vraiment aux exigences des jeunes avec liberté et créativité, y compris en travaillant avec d'autres sujets du territoire. Donc le problème, ce n'est pas l'école, mais qu'il y ait de l'espace pour des sujets qui font l'école. Voilà, Madame la Ministre Ascani, après ce que vous avez entendu, quel est le soutien, votre point de vue sur ce que vous avez entendu, sur les propositions et sur les possibilités que vous entrevoyez? Tout d'abord, merci pour l'invitation et pour pouvoir revenir au meeting, même si de manière virtuelle. Nous sommes en train de faire expérience de ce qui s'est produit dans nos écoles pendant des mois et qu'en septembre, nous ne voulons plus voir. Parce que comme j'ai entendu dans les allocutions précédentes, c'est quelque chose dont je me trouve totalement d'accord. Nous travaillons depuis des mois avec le personnel enseignant, les chefs d'établissement et tous les acteurs et les organisations locales parce que l'école est relation. La relation a besoin d'être présente, donc il faut revenir à l'école en présence pour restituer le droit à l'éducation à nos enfants. Mais je vous remercie aussi parce que nous avons parlé d'école ce soir de manière extraordinaire. Cette période, cette époque, c'est spécial parce que notre pays entièrement, tout le monde parle d'éducation, d'école. Trop souvent, on a parlé dans le passé d'école dans des manières, à des moments importants, par exemple pour raconter la rentrée ou pour raconter la journée du bac. Donc, pendant ces jours, il y avait des articles de presse ou des services au JT. Mais aujourd'hui, nous parlons d'école parce que ce que nous avons vécu nous a fait redécouvrir les valeurs fondamentales, entre autres, la valeur de l'éducation à l'intérieur d'une communauté et en tant que communauté. J'ai beaucoup apprécié ce que l'enseignant de l'école maternelle a dit avant, c'est-à-dire l'école appartient à une communauté. C'est quelque chose qui est devant les yeux de tout le monde. Donc, au lieu d'animer un débat sur les types de bancs, monoplaces à introduire ou sur des questions qui sont importantes mais qui sont secondaires, il faut se demander quel est le rôle de l'école et donc quel modèle nous voulons construire, même en gardant à l'esprit ce que nous avons appris avec des efforts pendant les mois qui sont écoulés. L'école a vraiment joué un rôle fondamental dans notre pays. C'est grâce à l'école que, comme le dit une chanson, l'ouvrier a pu avoir un fils qui est devenu médecin.
ceux qui n'avaient pas les moyens pour avoir accès à la connaissance a pu avoir accès à l'information, aux livres et aux concepts qu'à la maison, on n'aurait pas pu avoir. Et donc de pouvoir faire expérience d'une relation nouvelle. Le boom économique de l'Italie est étroitement lié à la fonction, au rôle joué par l'école. Mais cette époque est totalement différente. Ma génération est la dernière qui a fait des recherches avec l'encyclopédie en papier. C'est la dernière génération qui allait chercher le grand livre très lourd pour chercher des informations sur Garibaldi et faire une dissertation. Les générations actuelles sont des générations qui sont bombardées par les informations et elles ont donc besoin d'un modèle renouvelé d'école. Certes, un modèle d'école qui donne la juste importance aux compétences, aux notions, aux informations, mais qui donne plus d'importance à la capacité à faire un tri des informations, à utiliser les informations qui sont utiles et surtout à faire attention au parcours de maturation des élèves en tant que personne. Ce modèle avait déjà été pensé par quelqu'un qui écrivait au début de 1900, John Dewey, qui est lié aussi à ce que d'autres personnalités très importantes ont fait dans notre pays, comme Maria Montessori, par exemple. Et je reprends donc les mots, l'idée de John Dewey, parce que c'est des idées parlantes sur ce qu'il faut faire pour l'avenir. Il dit, on évalue l'éducation scolaire en fonction du désir qu'elle suscite de continuer à grandir et des moyens qu'elle fournit pour réaliser effectivement ce désir. L'école donc doit faire cela, susciter le désir de grandir et donner les moyens aux étudiants pour que ce désir puisse se réaliser effectivement dans leur vie quotidienne. Donc, l'école doit construire des relations, doit nouer des liens et doit donner la soif de grandir. C'est pourquoi il faut de l'autonomie que vous avez mentionné, parce que l'école doit se baser sur les personnes et sur la relation entre les personnes. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour rendre cette idée concrète? Tout d'abord, il faut partir des problèmes de l'école, parce que pour concrétiser un idéal, il faut analyser la réalité. Nous avons 40 000 établissements scolaires, 8 000 institutions scolaires. Beaucoup de ces bâtiments ont été construits il y a des décennies. Certains d'entre eux n'étaient pas conçus en tant qu'école. Ils ont été reconvertis dans le temps pour être utilisés en tant qu'école. Donc, le premier investissement stratégique doit être un investissement sur l'espace de l'école, sur les bâtiments. Pas seulement parce qu'il s'agit de quelque chose d'essentiel en termes de distance sociale, mais parce que si nous ne renouvelons pas l'espace de l'école, nous ne pouvons pas renouveler la manière de l'enseignement. On peut parler de classe inversée ou d'autres manières innovantes. Mais si on veut passer de l'école perçue en tant que transfert des connaissances à un endroit où on est basé sur la personne, sur les désirs des personnes et sur leurs talents, pour ce faire, il faut un espace adapté à ces fins. Aujourd'hui, les espaces physiques des écoles ne sont pas adaptés. Je vais donc parler aussi de comment cet investissement stratégique se traduit dans la réalité. Et je veux aussi reprendre ce qui a été dit par Mario Draghi à la rencontre inaugurale avec des mots très importants, à mon avis. Le premier aspect est donc l'espace de l'école. Ça doit être une priorité. On ne peut pas laisser les écoles comment elles sont depuis identiques, comment elles sont depuis des années. Récemment, j'ai visité mon lycée. Bien évidemment, j'ai une nostalgie en regardant les salles de classe. Il y a une affection vers ces classes. Mais en tant que ministre, je me suis posé la question, est-ce que cet espace qui n'était pas adapté quand j'étais une jeune fille, une jeune élève, peut-il être adapté aux jeunes d'aujourd'hui? Ce ne l'est pas.
Il faut investir pour que les salles de classe soient adaptées au parcours d'apprentissage. Deuxième aspect, la formation des enseignants. La figure de l'enseignant a recommencé à être au cœur de débat récemment. Les familles ont découvert et redécouvert les difficultés qu'un enseignant rencontre quand il aide les élèves à grandir. Ce n'est pas simple de créer un parcours d'apprentissage. Donc, les familles ont repris la relation avec l'école qui s'était un peu perdue. Avant, vous avez parlé d'alliance éducative et je pense que ces derniers mois nous ont laissé un héritage positif que nous ne devons pas perdre. Mais nous avons besoin d'investir sur la formation de nos enseignants, sur le parcours pour devenir enseignant, mais aussi sur le parcours qu'on fait une fois qu'on est déjà enseignant. Je sais qu'en Italie, parler de carrière pour un enseignant n'est pas beaucoup apprécié pour beaucoup de personnes. Donc, nous pouvons l'appeler de manière différente, par exemple, le développement professionnel. Mais c'est clair qu'un enseignant qui commence à enseigner, mais qui ne voit pas une perspective de maturation, de développement dans sa profession, il n'est pas encouragé à mieux faire ce qu'il fait. Je crois qu'il faut que cette perspective de développement doit être possible. Il faut donc investir sur la formation stratégique obligatoire et structurelle des enseignants et à laquelle on peut ajouter à côté des choix pour les enseignants. Et cela ne doit pas juste déboucher sur la possibilité de devenir chef d'établissement. Il faut donc une flexibilité et la possibilité d'agir de manière différente pour avoir une maturation d'un point de vue professionnel des enseignants. Troisième aspect, non pas moins important, le lien entre l'école et ce qui se trouve en dehors de l'école. Nous l'avons appris pendant ce mois de confinement parce qu'on l'a vécu. L'école n'est pas une île. L'école a des portes, elle a des fenêtres, elle a besoin de la société qui l'entoure. Tout comme la société a besoin de l'école. Donc, ces relations, ces liens doivent être renforcés. Il faut renforcer les liens entre l'école et le secteur associatif, entre l'école et les familles, entre l'école et les institutions locales, entre l'école et le monde du travail, parce que tout cela fait partie du parcours de maturation de nos élèves. Il faut donc récupérer un rapport, une attitude positive envers le PCTO, c'est-à-dire le parcours des compétences transversales et d'orientation qui a remplacé l'idée d'apprentissage en alternance, mais qui a quelque chose d'intéressant parce que il s'agit d'orientation et il faut faire en sorte que le parcours scolaire soit aussi un parcours d'orientation dans la société pour guider les élèves dans le monde, dans les relations, non pas pour préparer les élèves à un métier, à une profession, mais pour les préparer à la vie de manière globale et donc aussi aux défis de la vie et pour les rendre des citoyens dans les respects des talents des élèves. Donc, voilà les investissements à faire. Nous avons la possibilité de les faire. Nous ne pouvons pas juste animer le débat sur la réouverture des écoles. L'école doit réouvrir. Il n'y a pas un plan B. De cela ne dépend pas juste la crédibilité du gouvernement, parce que les gouvernements sont transitoires au fond, mais c'est la crédibilité du pays qui est en jeu. Nous ne pouvons pas mettre en question la crédibilité de notre pays. Donc, en septembre, l'école doit recommencer avec toutes les précautions, avec toutes les mesures de sécurité. Le ministère de la Santé est en train de faire beaucoup d'efforts pour faire en sorte que tout soit sûr. Les régions ont mis à disposition leurs instruments, leurs moyens pour donner la possibilité de faire du test et des contrôles. On est en train de reconvertir les espaces. Les chefs d'établissement sont devenus comme des architectes pour mesurer les distances sociales. Les enseignants travaillent au-delà de leurs heures de travail
le personnel administratif et technique, tout le monde est engagé pour cet objectif. Mais il s'agit d'un objectif sur le court terme. L'objectif sur le long terme est celui de faire en sorte qu'une partie de fonds qui sont destinés, consacrés à notre pays, qui s'appelle Next Generation EU, sont vraiment consacrés à la nouvelle génération européenne et donc à l'endroit où cette génération mûrit, grandit et où elle peut alimenter son désir d'apprendre et où elle a les moyens pour rendre ce désir effectif, comme le disait Dewey. Après ces mois difficiles, j'espère que nous avons appris que l'école ne peut pas être Cendrillon, donc le sujet dont on se rappelle à la dernière minute. Mais ça doit être notre priorité numéro 1 en ce moment où nous avons beaucoup de ressources pour les investir dans la bonne direction. La bonne direction aujourd'hui est l'école et l'éducation. Merci. Je vous remercie énormément pour cette intervention. Avant tout, pour cette centralisation sur l'importance de l'éducation. Aujourd'hui, ce qui est au centre, ce sont les personnes. Je parle des jeunes, leur croissance sociale, professionnelle. Et de ce point de vue, l'école de l'avenir doit être une école qui a pour objectif de transmettre des connaissances, des compétences pour la formation intégrale de la personne. Voilà l'école nouvelle qui regarde vraiment l'avenir. Et je vous remercie beaucoup de cette insistance sur le thème de l'éducation. Je vous remercie aussi parce qu'on entend bien dans votre intervention cette nécessité que nous partageons, c'est-à-dire celle de conjuguer l'action immédiate avec une vision à long terme. Et le moment est vraiment propice pour regarder au-delà, sans oublier le présent. De ce point de vue, il y a quelques jours, un grand pédagogue italien a dit qu'en ce moment de changement, on court le risque de chercher le piège de l'idée géniale. C'est-à-dire que nous, en ce moment, nous n'avons pas besoin d'idées géniales. Nous avons besoin, comme nous avons essayé de le faire ce soir, et vos paroles très réalistes ont contribué à renforcer cette perspective, nous avons besoin de regarder la réalité, parce que dans la réalité, il y a une richesse, comme en a témoigné le meeting ces jours-ci, une richesse de laquelle on peut apprendre, une richesse professionnelle, humaine, expérimentale. Donc, dans cette richesse, il y a tous les germes pour regarder l'avenir et le construire. Je voudrais souligner quelques éléments qui me semblent importants. Bien entendu, nous l'avons dit, nos témoignages l'ont souligné, la différence au cours de ces mois s'est faite sur les personnes dans les écoles. Et donc, l'investissement sur les personnes est important. Je vous remercie pour ce rappel au parcours, carrière, développement professionnel des enseignants, qui est un thème qui nous est très cher, de même que la valorisation des chefs d'établissement. L'autre aspect que vous avez souligné, c'est la nécessité d'aller à l'essentiel. Pas seulement l'essentiel des disciplines, comme les enseignants ont été contraints de le faire dans les situations où ils se trouvaient, mais l'essentiel, c'est-à-dire revenir aux interrogations sur l'école aujourd'hui. Quelle perspective on veut donner à l'école aujourd'hui pour l'avenir? En ce sens, je voudrais répéter qu'on est vraiment à un stade où il faut dépasser la vision centraliste de l'école et renforcer l'autonomie scolaire. Certains ont dit que l'autonomie scolaire est une manière pour décharger la responsabilité sur l'école et couvrir le manque de projets. Ce n'est pas cette autonomie-là que nous voulons. L'autonomie, c'est la valorisation de ce qui s'est dit ce soir, c'est-à-dire la valorisation de la communauté. L'école appartient à la communauté. Elle appartient aux sujets qui la vivent et qui en sont les acteurs. L'autonomie, c'est la voie pour valoriser cet engagement, cette responsabilité. Bien entendu, avec des limites claires, des indications à caractère général.
Mais peut-être que le moment est vraiment venu de dépasser une vision de l'autonomie uniquement fonctionnelle, mais une conception nouvelle de l'école à l'intérieur d'une perspective vraiment de subsidiarité, où les écoles sous contrat ne sont pas seulement Cendrillon, mais un élément important de ce système. Vous avez à juste titre signalé l'importance des ressources que l'Europe a attribuées à l'Italie pour les nouvelles générations, le fonds de relance, le Next Generation EU. Et je crois que c'est un élément important pour regarder l'avenir et pas seulement pour gérer le présent. Dans différentes circonstances, on a dit que l'école est un terrain qui est souvent un terrain miné parce que les choix sur l'école sont des choix souvent impopulaires qui n'ont pas de résultats électoraux immédiats. Mais de ce point de vue, avec la rencontre de ce soir entre autres, nous demandons à l'école un grand investissement sur l'école et le partage de ces choix, parce que l'école est le patrimoine de tous et tout le monde doit apporter sa pierre pour la construction de ce parcours, y compris au niveau de l'expérience professionnelle et des associations professionnelles. Nous sommes disponibles pour ce dialogue avec l'État, parce qu'il y a par exemple toute la phase d'élaboration de projets qui attend l'italien dans les prochains mois. C'est une phase qui peut voir des acteurs en termes de propositions, d'idées, les associations professionnelles, les centres de recherche, toutes ces réalités qui misent sur l'innovation. Nous sommes disponibles pour cette collaboration et nous demandons à la politique d'entendre aussi ces associations professionnelles qui soutiennent la tentative d'enseignants, de dirigeants d'écoles ou de gestionnaires, parce que l'école ne naît pas dans le huis clos des bureaux, mais dans cette confrontation d'expériences qui devient le patrimoine de tous. C'est un travail qui nous engage et qui vous engage et que nous laissons comme vœu pour les prochains mois, pour que de cette collaboration pourront émerger, j'en suis sûre, de nouvelles étapes pour l'école, sans avoir rien à inventer, mais en les reconnaissant, en sachant les regarder et les valoriser. Je vous remercie, je remercie nos invités, tous ceux qui nous ont écoutés, et je souhaite à tous une bonne année scolaire. Grazie. Days of hunger, won't you buy them for me?
days of